Bonsoir Radija, bonsoir à tous et merci pour votre invitation et un grand bonjour à vos invités, Karim, Antar, Khaled et j'ai pas vu le reste du plateau, m'en voulez pas. Alors, c'est Jamel et Mustapha. Merci d'être Jamel, avec salut nous. Jamel, ouais. Salut. Alors, Nabil, on parlait des choix du sélectionneur Vladimir Petkovic. Ouais. Et justement, il avait surpris tout le monde avec plusieurs choix. Et avec du recul, sont-ils à l'origine de cette élimination, à votre avis? Bah, comme vous dites, il a surpris beaucoup de monde avec ses choix. Il a déjà, pour commencer, surpris ses propres joueurs, puisque ses propres joueurs ne s'attendaient pas à cette composition d'équipe, puisque Maza en faux neuf, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore vécu, qui n'avait pas encore été testé. Donc avant de nous surprendre, nous, il a surpris ses propres joueurs. Alors, je crois qu'effectivement, ça n'explique pas tout, mais en tout cas, ça explique en grande partie la difficulté de cette équipe d'Algérie à pouvoir jouer de manière coordonnée avec des automatismes et des repères. Un joueur comme Ibrahim Maza, c'est un créateur. Moi, je le regarde en Allemagne. Je pense que Khaled aussi avec les Leverkusen. Moi, je l'ai vu Karim, je l'ai vu en 6, 8, 10. Je ne l'ai jamais vu en faux neuf. Donc, c'est vrai que c'est des choix qui sont un peu surprenants. Bah, parfois, c'est des prises de risques qui sont gagnants. Parfois, vous passez pour un génie et parfois, vous passez pour un imposteur. C'est comme ça. Moi j'ai une question, Nabil, parce que tu dis qu'il n'était pas au courant, Maza, mais c'est-à-dire il a été averti quand? C'est quand qu'il a su, qu'il a eu l'information qu'il allait jouer à ce poste-là? Est-ce que tu as l'info? Bah, moi, Karim, je peux pas te dire, je suis pas avec le groupe. Je n'ai pas tous les secrets. Par contre, les informations que j'ai jusqu'à présent, c'est que la composition d'équipe, en règle générale, les joueurs le savent vraiment tout à la fin. Ils sont maintenus un peu sous pression. Alors, est-ce que certains messages sont distillés pour expliquer aux joueurs qui vont jouer ou pas jouer? Je sais par exemple que Lucas Zidane, sur le match face à l'Autriche, il a un peu appris sur la fin. Donc, il n'a pas été préparé à ça. Est-ce que Ben Bot a été préparé sans que l'autre le sache, par exemple? Je pourrais pas te répondre, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sur tous les matchs que l'Algérie a joué, de toute façon, il y a eu 4 compositions d'équipes différentes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les joueurs ont été un peu tenus en haleine. Par exemple, sur le premier match face à l'Argentine, Hadj Moussa, il ne sait pas forcément qu'il va jouer quelques heures avant le match. Hein. Donc les joueurs, ils regardent un peu les mises en place. Ils regardent. Vous avez été joueur, moi j'ai pas été joueur, mais il y a des trucs qu'on repère quand un entraîneur va normalement, discuter. Normalement, il y a Un une peu mise en plus place. longtemps. Normalement, il y a une mise en place qui est Non. faite la veille. Tu sais pas si sur la mise en place de la veille, ils sont pas au courant, les joueurs? Pardon? Il y a une mise en place qui est mise la veille d'un match pour Bah, préparer les joueurs. a priori, s'ils attendent, eux, qu'on leur donne la compo 3-4 heures avant le match, c'est qu'ils ne sont pas au courant totalement. Enfin, il y en a certains, ils savent qu'ils vont jouer, parce que, si vous voulez, il y a quand même quelques postes, quelques joueurs fixes un peu dans cette équipe d'Algérie. Aïssa Mandi, Ben Sebaini, t'es sûr de jouer, tu vois. Mais pour les autres autour, franchement, tout le monde s'attend à tout et à son contraire. Et voilà, donc après, c'est la stratégie du coach, c'est sa manière de manager. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec les jeunes générations et tout? Moi, je ne peux pas répondre, je n'ai pas été coach. Vous avez peut-être des formations de coach, vous avez peut-être été dans des vestiaires, vous savez peut-être quel est le bon modus operandi. En tout cas, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'était pas quelque chose qui, en tout cas, plaisait aux joueurs. D'accord, restez avec nous, Nabil. Je vais revenir à Anta. Vous avez parlé tout à l'heure de Zindine Belhaïd, qui a été l'un des joueurs les plus utilisés durant les matchs de préparation. Comment expliquer justement qu'il n'est pratiquement ou n'est finalement pas J'ai pas dit joué? qu'il avait été, je suis désolé de te contredire, j'ai pas dit qu'il avait été le joueur le plus utilisé. Hein. Non, vous avez dit il n'a pas été utilisé dans ce mondial. Pourquoi? Moi, je vous ai dit. Pardon. Je Non, veux vous juste avez parlé de rebondir. Belhaïd. Nabil est encore avec nous? Oui, Il nous avec entend? nous, oui. Par rapport à ce qu'il disait sur c'est prouvé que les nouvelles générations ont besoin d'une pédagogie différente par rapport aux anciennes générations. Hein. À apprendre à la dernière minute qui jouent, ils ont besoin d'un lien affectif, ils ont besoin de communication, d'échange, de créer vraiment un lien. Il y a des études qui ont vu le jour sur la relation entraîneur-entraîné. Elle n'est plus la même que dans les années 90 ou même les années 2000. Ça évolue très très vite. Donc oui, forcément que si
sont très surpris d'un certain management, la performance, elle s'en ressent derrière. Mais moi je vais compléter avec ce que tu dis. Ce qui est pour moi encore plus important, au-delà de ça, c'est qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Donc si ils sont pas mis en situation la veille où ils peuvent pas se projeter. Après, ça c'est encore autre chose. Parce que là, je revenais par rapport à ce que disait Nabil sur l'aspect management. Je pars du principe que l'aspect foot, il est travaillé. On part du principe, il y a des choses dont on ne parle pas parce que c'est des acquis. C'est quand même le minimum. C'est le minimum syndical que les joueurs ils connaissent leur rôle et ils connaissent l'adversaire. Donc à ce niveau-là, au niveau international. Mais pour Belhaid, c'est un garçon quand même qui a donné satisfaction. Justement, qu'est-ce que Belhaid aurait pu donné apporter satisfaction à cette défense? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il aurait pu apporter à cette défense Il y a des approches personnelles. L'entraîneur peut parler avec un joueur, lui dit voilà, je compte sur toi demain. Il y a ses affinités, ses liens. Elles doivent exister, mais elles doivent exister. Si ce bonhomme ne communique pas du tout. Mais le joueur de foot est un affectif. Bien sûr. Et nous, Algériens, encore plus. Tu sais, la petite accolade, la petite tape, où demain c'est toi qui joues, surtout sur des jeunes. Et je compte sur toi. Bien sûr que ça met en confiance. Bien sûr que c'est très très important, encore plus. Avec nous, et le joueur, il va te le rendre. Donc là, par rapport à Belhaid, tu disais ce qu'il pouvait apporter, ce qu'il a apporté. C'est-à-dire, on n'est pas en train de fabuler, ce qu'il a apporté, de la sérénité, de l'agressivité. Au niveau relance aussi, c'était intéressant. Puis il a apporté une certaine stabilité sur les matchs que j'ai pu... Un équilibre, oui. Et sur les justement, matchs il que j'ai avait pu été voir. utilisé durant tous les matchs de préparation, justement. Oui, même en Coupe d'Afrique. Même en Coupe d'Afrique. Même en Coupe d'Afrique. En tant que titulaire, mais à chaque fois qu'il rentrait dans une défense à 3, il rentrait, il apportait, comme tu l'as dit, de la sécurité. Il tirait son épingle du jeu. La sécurité, il apportait même une chose qu'on ne fait pas attention, c'est sur coup de pied arrêté, corner. Offensivement, il apportait sa taille, il était souvent à la réception des ballons. Il marque à la CAN. Son jeu de tête. Il marque à la CAN. Il a marqué. Ouais, il a marqué contre la Guinée, mais même sur les corners suivants, même où il n'a pas marqué, c'est souvent lui qui était à la réception, donc il gagnait ses duels. Donc non, il a apporté beaucoup de choses positives. En fait, pourquoi on se pose ces questions-là? Parce qu'on l'a vu, ce qu'il apportait, sinon on ne serait pas en train de se questionner. Bah oui, alors c'est vrai que c'est facile de tomber sur Aïssa Mandi, mais enfin, Aïssa Mandi, c'est un garçon qui a 34 ans, donc si on ne sait pas l'utiliser comme il le faut, c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance. Je vous écoutais avec intérêt là sur un peu les systèmes défensifs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être qu'il aurait fallu qu'on joue comme en 2010 avec Antar, Magid et Alish, quoi, avec un 3 derrière, et puis vous aviez Belhadj à gauche et Matmour qui a été reconverti à droite, quoi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que les joueurs, eux, il y a toujours des discussions entre les joueurs et les coachs, et un coach doit prendre en considération ce que lui disent les joueurs. Par exemple, l'équipe de France en 2018, elle se trouve au cours d'un match où elle se repositionne tactiquement. Et Didier Deschamps va voir Antoine Griezmann et lui dit « Mais dis donc, vous êtes senti bien comme ça ?» Et Griezmann, il lui dit « Oui, on s'est senti bien comme ça et tout. » Et là, Didier Deschamps, il a dit « On continue comme ça. » Moi, de ce que je sais, c'est que y a pas, les garçons en équipe d'Algérie, ils sont respectueux de l'institution et tout, mais ils ont compris qu'ils prenaient beaucoup trop de buts. D'ailleurs, on en a pris 9 en 4 matchs, dont 7 sur le premier tour. Et pour beaucoup, le mieux, effectivement, et je pense qu'ils l'ont dit à leur entraîneur, c'était d'évoluer à 3 derrière parce qu'il y avait peut-être besoin de sécuriser, d'être solide avant tout, et ensuite de faire au mieux possible devant, et de jouer aussi avec le coaching éventuellement pour changer les joueurs en cours de match devant. Surtout que je vous rappelle quand même qu'en plus d'une défense qu'on peut trouver fébrile, et malheureusement, des fois vous avez des défenses fébriles avec un très bon gardien. Et nous, ça n'a pas été notre cas sur le tournoi. Donc, en fait, c'est le choix du coach, voilà, qui a ses idées, ses principes, et qui a voulu continuer comme ça. Et moi, je crois comprendre que les joueurs n'ont pas vraiment adhéré. D'ailleurs, on le voit sur le match de la Suisse, quand vous parlez du renouvellement défensif, l'équipe, elle est perdue. Elle est perdue, c'est-à-dire sur les 30 dernières minutes, on voit que l'équipe, elle est perdue. Et ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Ce match-là, je ne sais pas, peut-être que vous en avez parlé, moi, ça ressemblait au match du Nigeria, quoi. C'est-à-dire que c'est comme les boutons on et off. À un moment, dès qu'il y a le but qui est rentré, c'est le bouton off. En fait, c'était terminé, quoi. Et donc, oui, il va falloir réfléchir à l'avenir, notamment pour avoir une assise défensive plus solide. Il y a des joueurs, il y a Belhaid, il y a Chergui,
qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est vrai qu'il n'était pas, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en deuxième partie de saison, mais il aurait pu être frais. Moi, j'ai été le voir contre Paris Saint-Germain et il avait neutralisé Ousmane Dembélé. Alors, je ne dis pas que c'était Ousmane Dembélé en mode de Ligue des Champions, mais il avait fait un très bon match. Et c'est dommage de ne pas aussi avoir vu ce garçon-là. Maintenant, après, l'assise défensive, c'est pas que Aïssa Mandi, hein. Ça démarre tout en haut, ça démarre dans les attitudes, dans le pressing. Et je crois que je vous ai vu à plusieurs reprises dans cette émission en parler à juste titre. Et puis Nabil, peut-être une dernière question avant de vous laisser. Le mondial de Petkovic, promesse ou déception? Quel bilan tirez-vous du premier grand tournoi de Vladimir Petkovic à la tête des Verts? Pour moi, c'est pas le premier grand tournoi, c'est le deuxième, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas un petit tournoi. Non, moi je suis déçu, je suis frustré. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe d'Algérie. Tout n'est pas de la faute de Petkovic, mais quand on fait le bilan, 4 matchs, 4 compos différentes, 9 buts encaissés, spectateurs contre l'Argentine. On a arraché une victoire contre la Jordanie avec du cœur, c'est vrai. On n'a pas fait un si mauvais match que ça contre l'Autriche, mais contre la Suisse, en fait, on n'a jamais existé. Le match, il n'a jamais commencé. Donc, en fait, notre vrai niveau, on l'a vu contre 2 bonnes équipes, l'Argentine et la Suisse, et contre ces 2 équipes-là, on a pris 5-0. Alors, il avait presque dit... donc là, c'était la même chose que Jamel voulait rebondir. Non, Nabil a résumé la situation. Très décevant. Depuis, c'est-à-dire les 2 grands tournois, on est sorti par la petite porte. Il ne suffit pas de gagner la République centrafricaine ou gagner le Mozambique pour dire que nous avons tant de victoires au plan africain. L'Algérien espère que son équipe nationale gravisse des échelons, monte en puissance, joue dans la cour des grands, comme le font d'autres pays. Regardez l'Égypte aujourd'hui. Ils vont jouer un quart de finale. Et l'Égypte, elle avait du cœur. Les joueurs, ils pleuraient. Voilà. Vous voyez la différence. Mais est-ce que c'est l'entraîneur qui transmet ou pas? Ça se transmet aussi. Ça se transmet aussi. Et comme tu l'as dit à juste titre aussi pour Aïssa, le respect qu'on a aussi pour sa carrière et pour ce qu'il a fait, on n'est pas là aujourd'hui pour tirer sur l'ambulance. Pas du tout. Mais cette énergie, elle se transmet. Quand on voit l'émotion avec laquelle parle le sélectionneur égyptien à l'issue du premier tour, et vraiment la rage d'être content pour ses supporters, pour son pays, les joueurs le ressentent aussi. Nos joueurs, ils ont du cœur. Et là, ce que je comprends aussi, à travers aussi ce que tu nous dis aussi, Nabil, c'est que il n'y a pas forcément de communication et d'écoute. Dire ton entraîneur, si tu vas le voir 1 fois, 2 fois, mais que il prend pas en considération ce que tu dis, à la fin, tu n'y vas plus. Donc forcément, sur le terrain, quand la situation devient un peu plus compliquée, tu manques de repères aussi pour faire face à ces situations complexes. Mais il y a beaucoup d'incompréhension en fait. Toutes ces données que tu viens de dire, Antar, donnent beaucoup d'incompréhension entre les joueurs et le coach. Comme tu as dit, après, ça se remarque sur le terrain. Forcément. Si tu sais que tu n'es pas écouté, c'est pas le problème. Il ne faut pas avoir un entraîneur qui est un compatriote pour te transmettre ses émotions, te transmettre ce discours. Ali Lozic a transmis, il a transcendé des joueurs. Après, contre l'Allemagne et contre la Russie, contre la Côte d'Ivoire. C'est des tempéraments. Des caractères. Oui, allez-y, on vous écoute, Nabil. Vous pouvez participer au débat. Je trouvais vos remarques intéressantes et tout. C'est vrai qu'un entraîneur, avant d'entraîner, il doit être entraînant. Si tu n'entraînes pas, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, je suis d'accord sur l'aspect où il aurait fallu probablement créer du lien avec probablement des adjoints, des adjoints algériens, c'est-à-dire ou des adjoints qui ont porté le maillot de l'équipe d'Algérie et qui ont joué en Europe, comme beaucoup de nos joueurs aujourd'hui, et comme on peut le voir dans beaucoup de sélections. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce staff-là, il est un peu en vase clos, il est un peu dans sa tour d'ivoire, et il y a les joueurs qui sont là et qui enregistrent les informations qu'on leur communique, et pas toujours de manière efficace, et pas toujours effectivement
avec émotion. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser à l'avenir, notamment là, en ayant des gens probablement dans le staff qui incarnent quelque chose dans les yeux des joueurs, parce que au final, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a manqué. Et certains joueurs de la sélection algérienne ont pris les choses en main, pas tout de suite, mais au fur et à mesure dans le tournoi. Ben Taleb, Mahrez, probablement Mandi, et c'est eux qui ont, je dis pas qu'ils se sont mis en autogestion, mais on a senti qu'ils ont un peu pris les choses en main. Donc c'est des vraies questions pour la suite, et je pense qu'il faut clairement se poser la question de savoir s'il faut continuer avec ce coach ou pas. Karim, un sélectionneur étranger comprend-il suffisamment les réalités du football algérien ou la mentalité tout simplement du footballeur algérien? Ça, c'est propre à chaque personne, la capacité à s'immerser et à comprendre la culture locale et les envies et les motivations de chacun. C'est clair qu'on avait déjà eu ce débat pendant la Coupe d'Afrique avec mon ami qui est directeur sportif à Strasbourg et qui nous avait donné l'exemple du Sénégal en disant que eux, ils avaient identifié ça au Sénégal et qu'ils avaient mis des anciens joueurs qui encadraient tout le temps l'équipe nationale pour justement transmettre, qu'il y avait ce devoir de transmission. Et ça pouvait être fait que par des anciens qui avaient vécu déjà des choses et qui en même temps comprenaient le même langage, qui parlaient le même langage que les joueurs. Donc ça peut pas être des supporters, ça peut pas être c'est un langage spécifique et ça il faut le comprendre. Et donc voilà, et c'est pour ça que il y a des nations qui font vraiment appel à des entraîneurs locaux, peu importe le pays. Et donc voilà. Même pour rejoindre, je veux dire, même dans le choix, quand un coach vient pour se présenter pour une nation, la première chose qu'il fait, c'est déjà d'essayer de connaître l'environnement, connaître son identité, connaître ses traditions. Justement, en fait, toutes ces questions-là, il faut qu'il se les pose avant de s'engager pour pouvoir justement essayer d'apporter les réponses adéquates. Donc ça fait partie déjà du profil de l'entraîneur. C'est-à-dire que moi, si je vais n'importe quoi au Cameroun, il faut que je connaisse un peu les mentalités camerounaises. Ou si je vais dans un autre pays d'Afrique, il faut que je connaisse les mentalités pour essayer de les toucher et pour que mon message puisse passer. Mais il transmettait cette passion, il avait cette rage. Nabil a dit un super truc tout à l'heure, il dit dans le mot entraîneur, il y a entraînant. Ouais. Il y a aussi cet aspect aussi motivationnel, ne serait-ce qu'à travers le langage corporel. Mais moi, je reviens au terme d'implication. Et lorsqu'on voit que les prédécesseurs de Petkovic, Gourcuff, Alilovic, Belmadi, etc., venaient 3-4 jours avant chaque stage, prenaient place à Sidi Moussa et commençaient leur job. Selon des informations très officielles, Petkovic arrive le jour même du stage par le vol de Milan, de 4 h du matin. Voilà. Donc ça peut dire beaucoup de choses. Est-ce que cet entraîneur s'implique ou pas? Je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure, parce qu'il y a un journaliste connu qui l'a utilisé aussi dans une vidéo. Tu as parlé d'autogestion. Est-ce que les joueurs s'autogèrent? Donc l'information est crédible. Pardon? L'information est crédible. De toute façon, après, il faudra demander aux joueurs comment ils ont vécu les choses. Faudra un retour d'expérience. Faudra faire un bilan. Mais moi, on ne peut pas me faire croire que cette équipe, elle a bien vécu, en fait. On ne peut pas me le faire croire. On a tous vu ce qui s'est passé. Voilà, on peut tirer des points positifs, certaines satisfactions. On a passé un tour, etc. Mais on sentait qu'il manquait un supplément d'âme. Et puis sur le premier match, on l'a très bien vu. Vous l'aviez très bien analysé, très bien décortiqué. Chacun ne savait pas exactement quel était son rôle, ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des matchs, mécaniquement, les joueurs entre eux se sont réglés et ont pris un peu leurs responsabilités. Et c'est bien d'ailleurs. C'est bien parce que ça veut dire que eux, ils sont investis, ils sont là pour le pays et ils ont essayé de régler les choses ou certaines choses. Parfois, il y a un entraîneur, il peut vous apporter certaines choses et ce qu'il ne vous apporte pas, c'est peut-être à vous ensemble d'aller le chercher. Mais voilà, les questions que vous posez sont bonnes. C'est dommage, Nabil. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est du gâchis. Et tu perds du temps. Bien sûr. Tu perds du temps et c'est des moments de bonheur pour les supporters aussi qu'on aimerait vivre. Et pour moi, la chose positive qu'on retiendra, c'est l'avènement
de certains joueurs. C'est l'avènement de Shaibi, c'est l'avènement de Maza, voilà, des garçons avec qui tu vas pouvoir aussi construire, mais en tirant vraiment les bonnes conclusions. Exactement. Et puis, Nabil, le débat sur le profil du sélectionneur est relancé. Quelles qualités doivent primer, à ton avis? Bah, aujourd'hui, les sélectionneurs, en fait, il faut qu'ils soient, Antar en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est avant tout des managers, c'est beaucoup sur l'humain. Ensuite, il faut être bien staffé avec des gens qui sont bons sur la tactique, mais il faut vraiment des sélectionneurs aujourd'hui dynamiques, connectés aux joueurs. On voit bien un peu les sélectionneurs qui réussissent aujourd'hui. Souvent, c'est pour nous, pour les pays africains, on va dire entre guillemets, c'est souvent des gars qui ont porté le maillot de l'équipe. Regardez par exemple Djamel Belmadi. Djamel Belmadi, on a bien gagné une CAN avec lui. Bien sûr. Bon, après, ça a été plus compliqué, mais en tout cas, on a gagné une CAN avec lui. Mais lui, par exemple, c'est un profil, c'est des profils comme ça, ou des gens qui sont, par exemple, autour de vous, Khadija, c'est ça. C'est des gars qui ont porté le maillot d'un pays, qui ont eu aussi des carrières en Europe, en général, donc qui ont tous les logiciels, c'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de porter le maillot d'un pays, ils savent très bien comment ça se passe, ils connaissent l'environnement, donc il n'y a pas de perte de temps à comprendre comment ça se passe, qui est qui, etc. Et en même temps, ils ont aussi l'exigence, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exigence dans le championnat d'Algérie, loin de là, mais ils ont aussi l'exigence du très haut niveau en Europe, des grands clubs. Ils savent parce qu'un joueur qui joue en Manchester City, ça ne gère pas toujours de la même manière qu'un joueur qui joue sur le continent africain pour différentes raisons. Et donc, c'est ce type de profil qu'il faut aujourd'hui, on le voit bien. Paptio, Belmadi, Regragui, Eric Chell, etc. Donc ils ont tous un peu la même ADN, quoi. C'est une troisième voie, c'est-à-dire qu'ils sont ni locaux ni étrangers. Effectivement, ils sont de nationalité sportive algérienne, sénégalaise, etc. Mais ils ont ce vécu et parfois aussi cette formation en Europe et tout. C'est ça je pense que c'est ça qu'il faut pour l'Algérie. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Ça ne veut pas dire qu'il reste. Nabil, avant de vous laisser filer, une dernière question. Riyad Mahrez, la fin d'une époque. Qui peut aujourd'hui reprendre le flambeau de ce groupe? Qui peut reprendre les flambeaux de ce groupe? Là, ce qu'il faudrait, c'est surtout retrouver une âme, en fait. Après, des joueurs algériens avec de la qualité, il y en aura toujours. Comme je dis, des joueurs, on en aura toujours. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a Maza actuellement qui prend la lumière. Oui, il a des attitudes et tout, mais il faut peut-être pas non plus aller trop vite avec lui, tout lui faire porter. Et peut-être que là, on en a fait un petit peu trop à ce niveau-là. Donc voilà, Riyad Mahrez, c'est une légende du football, pas seulement algérien, mais africain. C'est un garçon qui a tout gagné, qui est un joueur extraordinaire, qui restera même dans l'histoire du football, qui a gagné un titre avec Leicester, dont tout le monde se souviendra 50 ans après, qui est le premier Africain à être devenu le meilleur joueur de Première Ligue. Même Yaya Touré, Samuel Eto'o ne l'ont pas fait. Allez, nous souvent, moi je suis en France, mais souvent on disait un Platini c'est tous les 20 ans, un Zidane c'est tous les 20 ans, peut-être qu'en Algérie un Belloumi c'est tous les 20 ans, un Madjer c'est tous les 20 ans et un Mahrez c'est tous les 20 ans. Donc je ne sais pas combien de temps on va attendre pour avoir encore un joueur. Merci beaucoup Nabil Djellit, vous étiez avec nous en visioconférence. Merci les gars. À Paris. Merci, à très bientôt.